Donc, justement, pour revenir à cette troisième révolution qui est le biogaz, euh, on s'engage vers un monde neutre en carbone, enfin, une Hein. nécessité. Euh, on comprend que si on a besoin de méthane, alors il doit absolument être renouvelable. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de méthane dans un monde décarboné? Alors, en fait, on n'a pas nécessairement besoin de méthane, mais on a besoin de stocker de l'énergie sur des périodes longues, c'est-à-dire typiquement d'une saison à l'autre. Et stocker de l'énergie d'une saison à l'autre, en gros, la seule façon de le faire de manière économique et massive, c'est de le stocker sous forme d'une molécule qui peut restituer, donc sous forme d'énergie chimique de liaison dans une molécule, qui peut être restituée notamment par la combustion de cette molécule. Et donc, toutes les études menées sur le coût global d'un système énergétique montrent que les systèmes énergétiques qui ont recours à une molécule pour tous les usages où on a besoin de stocker, notamment de l'été vers l'hiver, des quantités importantes d'énergie sont moins chers s'il recourt à une molécule. Et les deux molécules les plus immédiatement disponibles pour cet usage, c'est le méthane d'une part et c'est l'hydrogène de l'autre. D'où l'idée que selon les usages, parce que le méthane et l'hydrogène n'ont ni le même coût ni la même valeur, selon les usages, certains usages seront satisfaits par du méthane renouvelable, donc a priori du biométhane, mais ça peut aussi être du méthane de pyrogasification de déchets ou des choses comme ça, ou par de l'hydrogène, qui peut être de l'hydrogène vert produit par électrolyse, de l'hydrogène bleu produit par réformage à la vapeur du méthane plus capture du CO2. Donc on a besoin de molécules parce que ça rend le système énergétique global moins cher, plus résilient, parce que comme vous êtes capable de stocker beaucoup d'énergie, vous pouvez la restituer assez vite, et donc vous résistez mieux aux périodes où vos énergies électriques renouvelables ne fournissent pas. Donc c'est un système moins cher, plus résilient, et une des raisons pour lesquelles il est moins cher, c'est parce qu'il réutilise les infrastructures existantes. Bonsoir. Nous avons beaucoup parlé d'hydrogène. Je voudrais revenir sur le biométhane. Comment voyez-vous la sécurité d'approvisionnement du biométhane sur le long terme? Et comment voyez-vous la régulation entre la compétition des usages, notamment en termes de surface agricole? Alors, euh, le biométhane, comme toute ressource qui est liée au climat, aura une certaine variabilité, exactement comme l'hydraulique aujourd'hui. C'est-à-dire il y aura des bonnes années, et puis il y aura des années de sécheresse où on produira moins de biométhane. Bon, ça n'a pas empêché le développement de l'hydraulique. Il y a des années de sécheresse où l'hydraulique produit peu, il y a des années pluvieuses où l'hydraulique produit beaucoup, mais il y aura une certaine variabilité du biométhane. Sur la compétition des usages, euh, honnêtement, c'est un problème réel dans les pays qui avaient choisi de développer un modèle de biométhane basé sur des cultures dédiées, donc typiquement l'Allemagne avec beaucoup de maïs, etc. Ça n'est pas un problème dans les pays qui ont choisi de développer leur modèle sur la base de déchets agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, en France, vous n'avez pas le droit de mettre plus de 15% de cultures dédiées dans votre méthaniseur. Et en pratique, quand j'en discute avec mes collègues, ils me disent quand on en met 5%, 6%, c'est le bout du monde. De temps en temps, on est effectivement obligé de mettre un peu de maïs parce que les bactéries aiment bien le sucre et que si on leur a mis des aliments trop pauvres, on complète avec un peu de maïs. Mais au prix du maïs, on en met le moins possible. Donc, je ne vois pas de conflit d'usage avec l'alimentation, contrairement à ce que un certain nombre de gens pensent. Quand on parle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est des cultures de couverture dans une rotation d'assolement, et elles ont plutôt pour effet d'éviter le lessivage des sols que de les appauvrir. Parce que les gens me disent toujours, ah oui, mais si vous faites des cultures intermédiaires entre deux cultures principales, vous appauvrissez le sol. Non. D'abord parce que quand vous coupez cette culture, vous arrachez pas les racines qui, elles, vont enrichir le sol, et parce que pendant tout le temps où cette culture a été là, notamment en hiver, elle a évité le lessivage des sols. Et donc,
contrairement à ce que les gens pensent, la culture intermédiaire améliore le rendement agronomique des cultures qui passent avant et après. Donc on est dans un modèle en France et dans beaucoup de pays qui est assez vertueux, en ce sens qu'il n'est pas en conflit avec les autres usages. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a beaucoup de modèles basés sur notamment la bouse de vache, pour être tout à fait clair. Or, on va manger de moins en moins de viande, etc. Oui, il y aura un certain impact. Mais d'une part, la consommation de viande en Europe ne baisse pas si vite. Et puis, pour l'instant, il y a encore beaucoup de bouse de vache qui sont laissées comme ça et donc qui font émettre du méthane, lequel a un effet de serre direct, alors que si on le mettait dans un méthaniseur, on éviterait cet effet de serre. Donc, avant qu'on atteigne les limites du potentiel du biométhane en termes de production, il y a encore de la marge. Nous, toutes les études qu'on a vues, celles de European Biogas Association et autres, estiment que le potentiel de biométhane à 2050, il est de l'ordre de 150 milliards de mètres cubes de gaz, c'est-à-dire exactement ce qu'on importait de Russie avant la guerre. Donc, c'est tout à fait significatif à l'échelle de l'Europe. Et ça le sera d'autant plus qu'on prévoit une diminution globale de la consommation de méthane.